Morphin' time! Et si ce film nanardesque avait en réalité posé les bases de ce que doit être un film de super-héros? Tous les enfants des années 90 ont grandi avec les Power Rangers. Cette série qui représente un coup de génie marketing, mais également économique en recyclant les scènes directes de fiction japonaise. Cependant, l'ambition autour de cette série ne va pas en rester là. Proposant en 1995 un film pour le cinéma. On va parler aujourd'hui du film Mighty Morphin Power Rangers en essayant de comprendre comment celui-ci avait déjà compris tous les codes de ce que devait être un bon film de super-héros. Mais pour comprendre comment ce film a fait pour voir le jour dans les années 90, il faut bien sûr revenir aux origines de cette série incroyable. C'est en 1993 que la série Mighty Morphin Power Rangers apparaît à l'écran. Diffusée aux États-Unis sur le bloc jeunesse Fox Kids à partir du 28 août 1993 et produite par Haim Saban, la série met en scène un groupe d'adolescents choisis par l'entité extraterrestre Zordon pour devenir les Power Rangers et affronter les monstres envoyés sur Terre par la sorcière Rita Repulsa. Mais ce qui rend la série unique, c'est surtout son mode de fabrication. En réalité, la série américaine repose largement sur des images provenant d'une série japonaise du genre Tokusatsu, Kyoryu Santei Zio Ranger. Toutes mes excuses pour l'accent. Cette production de la société Toei, diffusée au Japon en 92, appartient à la franchise Super Sentai qui met en scène des équipes de héros colorés affrontant des monstres et pilotant des robots géants. Le concept imaginé par Haim Saban est en fait de recycler les scènes d'action japonaises, telles que les combats en costume, les affrontements contre les monstres et les robots géants, puis tourner ensuite aux États-Unis toutes les scènes avec les personnages civils. Les deux types d'images sont ensuite assemblés pour créer une série entièrement nouvelle adaptée au public occidental. Et ce procédé permet de produire une série spectaculaire avec un coût hyper amoindri, tout en donnant l'illusion d'une production beaucoup plus ambitieuse. Et contre toute attente, le succès est immédiat. Quelques semaines seulement après la diffusion, Mighty Morphin Power Rangers devient la série jeunesse la plus regardée aux États-Unis, réunissant jusqu'à 45% de l'audience chez les enfants de 6 à 11 ans. La série va attirer près de 3,5 millions de spectateurs en semaine et 4 millions le week-end, du jamais vu. Très rapidement, le phénomène dépasse largement la télévision et les Power Rangers deviennent un véritable phénomène de pop culture des années 90. Accompagné d'une importante gamme de jouets produits par Bandai. Et dès 1995, le merchandising lié à la franchise aurait déjà généré plus de 1 milliard de dollars de revenus. Donc face à cette popularité fulgurante, l'idée d'un passage au cinéma devient tout de suite logique. Dès 1994, la société Saban Entertainment, dirigée par le producteur Haim Saban, commence à développer un projet de long métrage destiné au cinéma. Le film sera finalement produit en collaboration avec le studio 20th Century Fox et réalisé par Brian Spicer. Cependant, il est décidé que le film soit orienté vers une histoire inédite qui ne soit pas directement canonique à la série originelle. L'histoire du film n'est donc pas intégrée à la continuité télévisée, devenant un récit autonome avec sa propre intrigue et son propre antagoniste. Ce choix permet au producteur de créer un film accessible qui ne soit pas uniquement centré sur les spectateurs de la série télévisée. L'un des objectifs principaux du film est également de rompre avec le mode de fabrication de la série. Car si la majorité des scènes de combat proviennent d'images issues de la série japonaise, pour le film, les producteurs prennent une décision importante: tourner l'ensemble des scènes d'action spécifiquement pour le long métrage sans réutiliser les séquences japonaises. Ce choix implique donc un budget beaucoup plus élevé, mais une production plus ambitieuse. Le film est tourné en grande partie en Australie, notamment dans les studios Disney. Dans le village Roadshow Studio, un lieu déjà utilisé pour plusieurs productions internationales. Ce choix permet de disposer de plateaux plus grands et d'équipes techniques spécialisées dans les effets visuels. Avec un budget estimé à près de 15 millions de dollars. Cette volonté de proposer une version plus spectaculaire se traduit aussi par une refonte complète des costumes des Power Rangers. Les armures sont redessinées afin de paraître plus modernes et plus détaillées à l'écran, et les combinaisons deviennent plus texturées et sont équipées de plaques musculaires afin de donner aux héros une silhouette plus proche de celle des super-héros de bande dessinée. Et pendant la phase de production, les équipes envisagent même une modification importante sur les casques des Rangers. Laisser apparaître la bouche des acteurs afin de rendre les personnages plus expressifs au cinéma. Des prototypes sont réalisés avec cette idée, mais les premiers essais se révèlent peu convaincants.
L'aspect visuel est jugé étrange et trop éloigné de l'identité visuelle de la franchise. Les équipes décident donc finalement de conserver les casques fermés, devenus l'un des éléments emblématiques des Power Rangers. Et comme je vous le disais, le film va également introduire un antagoniste spécialement créé pour le long métrage, Ivan Ooze. Contrairement aux adversaires de la série souvent inspirés du tokusatsu japonais, ce personnage est entièrement conçu pour le film et bénéficie d'un important travail de maquillage et d'effets pratiques. C'est l'acteur Paul Friedman qui va passer plusieurs heures par jour en maquillage afin de donner vie à ce personnage violet au style volontairement excentrique. Donc l'ambition de ce projet est claire, transformer une série infantile en un vrai spectacle cinématographique. Avec un univers visuel plus riche, des décors plus importants et des effets spéciaux originaux conçus spécifiquement pour le film. Et bien évidemment, le film va reprendre tous les acteurs de la série, enfin pas exactement. En 1994, 3 acteurs principaux quittent la série à la suite de désaccords contractuels avec la production, notamment autour des salaires et des conditions de travail. Ainsi, Austin St. Jones alias Jason le Ranger Rouge, Walter Emmanuel Jones alias Zack le Ranger Noir et Tree Trong alias Trini le Ranger Jaune quittent la série et leur personnage est remplacé par de nouvelles têtes. Rocky pour le Ranger Rouge, Adam pour le Ranger Noir et Aisha pour le Ranger Jaune. Ce sont donc ces nouveaux personnages qui apparaissent dans le film Mighty Morphin Power Rangers. Un autre changement notable va être noté pour le personnage de Dulcea. Une guerrière mystique vivant sur la planète Phédos est chargée d'aider les Rangers à récupérer leurs nouveaux pouvoirs. Car lors de la phase de production, ce rôle est initialement confié à l'actrice Mariska Hargitay, qui deviendra plus tard mondialement connue pour son rôle dans la série Law & Order Special Victim Unit. L'actrice va tourner plusieurs scènes pour le film, mais se blesse au genou pendant le tournage. Cette blessure va l'empêcher de continuer les séquences physiques prévues pour le personnage, qui impliquaient notamment des cascades et des scènes d'action. L'actrice va donc être remplacée en plein milieu du tournage. Le rôle est finalement repris par l'actrice et mannequin sud-africaine Gabrielle Fitzpatrick, qui retourne l'ensemble des scènes du personnage. Donc à première vue, tout dans la production des Power Rangers semble montrer une véritable ambition. Nouveaux costumes, nouvelles scènes d'action, méchants inédits, tournage cinéma et budget bien supérieur à celui de la série. Mais derrière ces choix se cache tout de même la logique de son producteur. M. Saban qui a toujours pensé à la franchise Power Rangers avant tout comme une machine commerciale. Depuis la création de la série, l'objectif principal reste le même. Toucher le public qui va consommer le plus de produits dérivés. Et c'est précisément là que le film va commettre une de ses plus grandes erreurs, sa cible. Malgré ses ambitions de cinéma, le projet reste pensé presque exclusivement pour un public d'enfants et de jeunes adolescents exactement comme la série. Un choix qui va fortement influencer le ton du film. Et limiter son potentiel à une époque où le cinéma de super-héros n'est pas encore pris au sérieux. D'ailleurs, je pense qu'il est important qu'on contextualise ensemble la manière dont est perçu le cinéma super-héroïque en 1995. Au milieu des années 90, le genre existe déjà depuis longtemps au cinéma. Mais il n'est pas encore considéré comme un pilier d'Hollywood comme il le deviendra dans les années 2000. Donc le premier véritable succès autour du super-héros est bien évidemment le film Superman de Richard Donner, marquant un tournant parce qu'il cherche à traiter son sujet avec sérieux. Donner insiste alors sur une idée simple. S'il faut jouer l'histoire au premier degré comme si ce monde était crédible, l'objectif est clair, convaincre le spectateur que ce héros peut exister. D'ailleurs, cette approche va également se retrouver dans les Batman de Tim Burton, proposant une vision très stylisée et sombre de Gotham et cherchant lui aussi à s'adresser à un public plus large que celui des enfants. Même constat d'ailleurs avec l'adaptation de 90 des Tortues Ninja. Bien que basé sur une licence populaire auprès des plus jeunes, le film adopte un ton relativement sérieux et certaines scènes de combat seront même jugées trop violentes pour un jeune public par plusieurs associations de l'époque. Ce qui donnera d'ailleurs lieu à la censure du deuxième volet dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne dans cette vidéo. Autrement dit, même lorsqu'un studio adapte une franchise destinée aux enfants, l'ambition est souvent d'élargir l'audience vers les adolescents et les adultes. C'est donc dans ce contexte que Power Rangers va débarquer au cinéma. Mais là où ces films cherchent à convaincre un public plus mature, la vision de M. Saban reste radicalement différente. Depuis sa création, la franchise est conçue avant tout comme un produit destiné aux enfants fortement lié au merchandising et à l'univers des jouets. Et c'est là qu'on va noter un contraste intéressant. Dans la série, les Rangers deviennent des héros parce qu'ils sont choisis. Zordon sélectionne un groupe d'adolescents qu'il juge capables de défendre la Terre et leur confie immédiatement leurs pouvoirs. Le récit repose ensuite surtout sur leur capacité à travailler en équipe et à utiliser ces pouvoirs pour combattre les menaces. Mais le film adopte une logique différente. Au début de l'histoire, les Rangers perdent leur pouvoir après la destruction de leur centre de commandement. Pour continuer à protéger la Terre, ils doivent alors entreprendre un voyage vers la planète Phédos afin de retrouver une nouvelle source d'énergie, le grand pouvoir. Et cette quête
transforme profondément la logique du récit. Les héros ne sont plus simplement choisis pour devenir les Power Rangers, ils doivent désormais partir à la recherche de leurs pouvoirs, prouver qu'ils en sont dignes et démontrer qu'ils sont capables de les maîtriser. Et c'est à ce moment qu'intervient le personnage que nous avons évoqué plus tôt, Dulcea. Gardienne spirituelle qui guide les Rangers dans leur transformation, elle leur enseigne la voie du ninjetti, une énergie inspirée de la philosophie ninja, et dans cette tradition, le pouvoir ne peut être transmis que si l'individu fait preuve de discipline, de maîtrise de soi et d'équilibre intérieur. Le film définit donc le fait que le pouvoir n'est pas simplement trouvé au hasard, mais qu'il doit se mériter. Et ce principe correspond en réalité à l'un des fondements du récit héroïque. Dans de nombreuses histoires modernes de super-héros, les pouvoirs ne suffisent pas à définir un héros. Ce qui compte réellement, c'est la capacité du personnage à accepter la responsabilité et les sacrifices qui accompagnent ses pouvoirs. Et ce sont des notions qu'on va retrouver dans des films qui vont marquer le genre et l'essor super-héroïque un peu plus tard. Dans Spider-Man, Peter Parker comprend progressivement que ses pouvoirs impliquent une responsabilité morale. Dans Batman Begins, Bruce Wayne doit suivre un long apprentissage avant de devenir Batman. Et dans Doctor Strange, le héros traverse lui aussi une initiation spirituelle avant d'accéder pleinement à ses capacités et comprendre qu'il n'a pas à s'en servir juste pour retrouver sa vie d'égoïste, mais pour servir le monde, quelque chose de plus grand. Donc ce qui rend la démarche des Power Rangers intéressant, c'est que cette notion apparaît dans le film bien avant que cet essor soit exploité dans les autres films du genre. Sans chercher explicitement à transformer le genre super-héroïque, le film introduit déjà cette idée que les pouvoirs ne sont pas simplement donnés aux héros, ils doivent être conquis et mérités. Donc malgré sa cible enfantine, le film met déjà en place un précepte qui va être utilisé et deviendra fondamental dans l'histoire d'un bon film de super-héros. Cependant, malgré cette profondeur inattendue dans la structure du récit, un autre élément du film va venir en atténuer fortement l'impact, son exécution visuelle. Car si le scénario introduit une dimension initiatique autour du mérite des pouvoirs et de la responsabilité des héros, la manière dont le film met ses idées en images reste beaucoup plus proche de l'univers télévisuel dont il est issu. Les effets spéciaux du film, notamment les séquences numériques et certaines scènes d'action, apparaissent aujourd'hui particulièrement datées. Bon, et puis déjà à l'époque, elles s'étaient déjà perçues comme en décalage avec le cinéma de l'époque. Ce contraste crée alors une situation assez paradoxale. D'un côté, le récit propose une évolution intéressante du parcours des Rangers en introduisant une quête spirituelle et une réflexion sur la légitimité des pouvoirs, mais de l'autre, la dimension visuelle du film ramène constamment le spectateur à l'esthétique de la série télévisée. Donc là où le scénario semble vouloir nous amener vers une sorte de maturité narrative, les effets spéciaux et certaines décisions de mise en scène réinstallent immédiatement le film dans une logique beaucoup plus enfantine. Donc d'une certaine manière, l'ambition sous-jacente du film n'est pas développée et revient directement à sa cible, la jeunesse. Ce choix n'est pas forcément incohérent avec la vision initiale du projet et avec le public auquel il est destiné. Mais il a quand même une conséquence importante. Il désamorce une partie de l'impact émotionnel que cette quête initiatique aurait pu produire et empêche peut-être le film de prétendre aujourd'hui à la même légitimité que certaines adaptations super-héroïques qui ont choisi d'assumer une tonalité plus mature. Mais rentrons un peu plus dans le détail concernant l'exécution. Le film sort en 1995 à une période où les effets spéciaux numériques commencent à s'imposer progressivement dans le cinéma hollywoodien. Depuis le succès de Jurassic Park ou encore les expérimentations numériques visibles dans Terminator 2, le public commence à associer des grandes productions à des effets visuels spectaculaires. Et pour les Power Rangers, la situation est différente. Avec un budget d'environ 15 millions de dollars, la production ne peut pas rivaliser avec les moyens techniques des grands blockbusters de l'époque. Le film doit donc combiner plusieurs techniques, costumes, maquettes, cascades et images de synthèse. C'est d'ailleurs particulièrement visible dans les scènes avec les Zords. Certaines scènes utilisent un mélange de maquettes et de CGI encore très rudimentaire. Et le résultat donne parfois une impression étrange. Le film tente visuellement de s'éloigner de l'esthétique télévisuelle de la série, mais sans disposer des moyens techniques nécessaires pour atteindre le niveau de spectacle attendu au cinéma. Donc cette situation crée un contraste assez frappant. D'un côté, le récit propose une évolution du parcours des Rangers en introduisant une dimension initiatique et spirituelle, mais de l'autre, certaines scènes d'action et certains effets visuels rappellent constamment l'origine télévisuelle de la franchise. Donc pour faire simple, l'exécution visuelle détruit toute la maturité du récit. Mais quelque part, ce paradoxe renforce l'identité du film. D'un côté, il reste fidèle à l'esprit de la série et à son public principal, mais de l'autre, il empêche le film d'atteindre pleinement l'impact émotionnel que son récit aurait pu produire si son traitement visuel avait été plus convaincant.
Donc bien évidemment, c'est très exagéré d'affirmer que le film Power Rangers a influencé le genre super-héroïque que nous connaissons aujourd'hui. Mais lorsque le genre connaît son véritable renouveau au début des années 2000, avec des films comme Spider-Man ou plus tard les films d'équipe comme The Avengers, la franchise Power Rangers n'est jamais vraiment citée comme une influence. Et pourtant, malgré ses limites techniques et son orientation très marquée vers un jeune public, le film propose déjà une réflexion intéressante de ce qui fonde réellement un héros. Car tout au long du récit, les Power Rangers ne sont plus des adolescents choisis au hasard. Ce sont de jeunes adultes qui doivent faire face à une véritable épreuve. Perdre leur pouvoir, douter de leur rôle et entreprendre une quête pour prouver qu'ils sont capables de les retrouver. Et vous l'avez peut-être pas remarqué, mais le film nous apporte également une autre idée importante. Dans la ville d'Angel Grove, Ivan Ooze prend le contrôle des adultes en manipulant leur esprit, les poussant à creuser eux-mêmes leur propre tombe en se jetant dans des fosses géantes. Ce reversement place les enfants dans une position inédite. Ce sont désormais eux qui doivent sauver leurs parents. Le principe de l'identification du héros. Et pour le jeune public auquel le film s'adresse, cette situation crée une identification très forte. Les spectateurs enfants ne voient plus seulement des héros puissants, ils voient des adolescents ordinaires qui doivent assumer une responsabilité que les adultes ne sont plus capables d'assumer eux-mêmes. Donc paradoxalement, c'est pas l'antagoniste du film qui en structure sa profondeur. Ivan Ooze, malgré son charisme et l'interprétation très marquée de Paul Freeman, reste un antagoniste assez classique. Fidèle aux stéréotypes de nombreux méchants de films pour enfants, il ne remet jamais véritablement en question la légitimité des Rangers en tant que héros. Car la véritable épreuve du récit est bien ailleurs. Elle repose sur la nécessité pour les Rangers de sauver Zordon, dont la vie dépend directement de leur capacité à récupérer le grand pouvoir. Autrement dit, leur quête ne consiste pas seulement à vaincre un ennemi, mais à prouver qu'ils sont capables d'assumer pleinement la responsabilité qui accompagne leur pouvoir. Et finalement, comme les enfants d'Angel Grove, qui doivent sauver leurs parents. Les Rangers doivent eux aussi sauver leur père spirituel. Et c'est peut-être là que réside l'aspect le plus intéressant du film. Malgré son ton enfantin et ses effets spéciaux datés, le scénario touche déjà à l'une des grandes questions qui structurent le cinéma de super-héros moderne. Qu'est-ce qui fait réellement un héros ? Est-ce simplement la possession de pouvoirs extraordinaires ou la capacité de se montrer digne de ses pouvoirs lorsque tout semble perdu ? Et à sa manière, le film Power Rangers avait déjà la réponse depuis longtemps. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.